Dans un instant, avec notre invité, l'économiste Flavien Neuvy, nous verrons comment cette industrie peut rebondir. Flavien Neuvy, bonsoir, merci d'être notre invité. On vient de voir que le coup de pouce à l'industrie automobile pourrait être des aides aux véhicules hybrides. Est-ce que ça peut franchement suffire ? En tout cas, c'est une piste qui est sérieuse et qui est intéressante parce que les modèles hybrides et électriques existent. Ce sont des voitures qui sont disponibles à la vente. Aujourd'hui, ça représente une faible part des volumes. 1%, on a vu. Oui, 15 000 voitures vendues depuis le début de l'année, donc c'est tout à fait marginal. Mais néanmoins, on peut penser qu'au cours des prochaines années, à moyen terme, ce sont des véhicules qui prendront de l'importance. Et c'est vrai que le soutien des aides publiques au moment du lancement de ce type de véhicule est important. Et à suivre l'invité de l'économie, Flavien Neuvy. Flavien Neuvy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je crois que les Français sont de moins en moins nombreux à renouveler leurs véhicules et à acheter du neuf. Oui, ça c'est une tendance longue du marché français. C'est-à-dire que si on sort des périodes d'aide gouvernementale du type prime à la casse, on se rend compte que les consommateurs français, les automobilistes français, achètent de moins en moins de voitures neuves. Le taux de ménages qui achètent un véhicule neuf, cette année, devrait être d'environ 4%, alors qu'au milieu des années 90, il était de 7%, c'est-à-dire qu'on... RTL 12h53, l'invité de RTL Midi. Notre invité, c'est Flavien Neuvy. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes penché cette fois sur les classes moyennes en Europe. On dit qu'elles sont au cœur de la crise. La droite dit que la gauche veut leur faire du mal. La gauche dit que la droite les a abandonnées. En gros. Les classes moyennes, si vous voulez, ont le sentiment qu'une fois qu'elles ont payé tout ce qui est obligatoire tous les mois et qu'elles regardent l'argent qui leur est sur le compte le 15 du mois pour faire les courses, pour faire le plein de carburant, elles se disent qu'elles ont de moins en moins d'argent. Les classes moyennes sont en première ligne parce que ce sont elles qui, d'une part, font tourner le moteur de la consommation et puis aussi ont des enfants et participent à la vie du pays. Et paient des impôts. Elles ont le sentiment de beaucoup payer, de pas beaucoup recevoir. Donc elles ont ce sentiment-là et elles sont très préoccupées par l'avenir de leurs enfants. Donc là aussi, je pense que c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Donc les politiques ont raison de faire que leur campagne électorale chez les classes moyennes, parce que c'est là qu'est l'inquiétude aujourd'hui. Elles consomment, elles paient des impôts, puis elles votent. Ouais. Oui. Si vous en faites partie selon les définitions que vient de nous donner notre... Plus de voitures qu'il y a 10 ans. Donc on voit bien que notre voisin a réussi à créer des emplois dans l'industrie automobile, là où nous on en a perdu. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Allemagne, on fabrique environ 2 fois plus de voitures qu'en France. La prime à la casse, effectivement, s'est terminée l'année dernière. On en a bénéficié encore en tout début d'année 2011 et c'est ce qui explique pourquoi, en partie, en tout cas, le marché a bien résisté en 2011. On devrait avoir le contre-coup. Flavien Neuvy étudie les comportements des consommateurs. Ce qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est que la montée en puissance d'Internet allait remettre en cause le rôle traditionnel des vendeurs, parce que grâce à Internet, les consommateurs sont mieux informés. Et puis il y a aussi le problème pour les vendeurs de suivre l'évolution, et notamment des produits technologiques qui évoluent en permanence, mais aussi un ralentissement des prises de commandes, donc les indicateurs passent au rouge petit à petit. Quand on se lance dans la vie, quand on prend son premier logement, on a montré dans une de nos dernières études qu'en moyenne, les Français partaient du domicile parental à 22 ans. Et quand on commence à trouver son premier job, quand on prend son premier appartement, on a des besoins financiers. Alors ça peut être pour acheter une voiture parce qu'on en a besoin pour aller travailler, ça peut être pour rénover son appartement. Pour une raison simple, c'est que Fiat, au moment où cela devait se dénouer, Fiat était dans une situation très difficile au milieu des années 2000, et donc General Motors a préféré ne pas donner suite à cette alliance. Mais aujourd'hui, on est dans un autre contexte, avec des investissements qui sont de plus en plus importants pour les constructeurs, parce qu'ils doivent sans cesse investir dans les nouvelles motorisations. Il faut bien inventer la voiture qui roulera un jour sans pétrole. Il va y avoir des mois qui seront plus difficiles pour les volumes de vente, et donc les constructeurs ont décidé de soutenir leurs ventes. Puis le deuxième point, c'est vrai que les constructeurs français ont encore une base industrielle importante en France, mais ce sont plutôt des modèles moyens de gamme qui sont fabriqués, des berlines, des monospaces, et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui parce que ces véhicules-là se vendent moins bien. Être 25, 30 000 ou 35 000 euros dans l'achat d'une voiture neuve, c'est très compliqué, et on a des automobilistes qui ont plutôt tendance à privilégier les véhicules d'entrée de gamme pas chers. À 16h49, il est l'heure de retrouver l'invité du 15-18. Bonjour Flavien Neuvy. Vous êtes venu pour commenter ce chiffre, et il est astronomique, 5 milliards d'euros de pertes pour PSA en 2012. Alors ça mérite peut-être une petite explication sur ce que ça revêt exactement, le détail de ces pertes en fait. Oui, parce que le chiffre annoncé est effectivement spectaculaire, c'est une perte historique pour le groupe PSA. Ce sont des pertes comptables, mais qui ne sont pas liées à l'exploitation de l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire la fabrication et la vente de voitures. Quand on regarde la perte d'exploitation, parce que PSA est quand même en perte d'exploitation sur 2012, c'est 576 millions d'euros. Les constructeurs, c'est qu'ils soient capables d'expliquer, d'argumenter, de proposer un projet industriel qui leur permette finalement de préparer l'avenir. Oui à une aide ponctuelle pour passer le cap difficile parce qu'ils avaient un vrai problème de trésorerie, mais par contre il faut effectivement préparer l'avenir et montrer que ces constructeurs-là sont capables d'anticiper et d'inventer la voiture de demain. On voit de nouveaux phénomènes qui apparaissent. On peut parler par exemple de la consommation verte. C'est vrai que la prise de conscience environnementale est importante.
33% des Auvergnats, par exemple, nous déclarent acheter fréquemment des produits bio. Donc ça, c'est un phénomène qui est très important. Et puis, vous avez 60% aussi des Auvergnats qui nous déclarent avoir fait des travaux d'aménagement domestique dans leur maison pour réduire notamment la facture d'eau ou la facture d'électricité avec des ampoules basse consommation. Donc, il y a des nouveaux phénomènes. Et on pourrait rajouter à ça le marché de l'occasion qui est en plein développement. Alors, on le disait en début d'émission, en ce moment, la situation économique est loin d'être facile pour la plupart des ménages. Alors, justement, comment les familles vivent-elles la période actuelle et comment préparent-elles leurs vacances d'été ? Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Les Français, cet été, ils vont se serrer la ceinture ou pas ? Les Français vont être obligés de faire un certain nombre de choix pour leurs vacances, sachant que les vacances d'été, c'est sacré. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que on consacre toujours autant aux vacances, mais à l'intérieur de ce budget de 1 500 € pour une semaine, on fait des arbitrages, ou en tout cas, on dépense différemment. Absolument, si vous payez plus cher votre plein de carburant pour partir en vacances, si vous voulez maintenir votre budget, vous êtes obligé de faire des choix par ailleurs. D'accord. Alors, on dit évidemment que les prix augmentent, les salaires, eux, augmentent très peu ou pas. Ça veut dire quoi ? Est-ce que le pouvoir d'achat des Français, aujourd'hui, baisse ou non ? Ce qu'il faut dire au-delà des chiffres, des statistiques, c'est que le ressenti des ménages français aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, il est négatif parce qu'ils ont leurs dépenses du quotidien, les principales dépenses qui augmentent. Les 3 principales dépenses des ménages français aujourd'hui, c'est dans l'ordre le logement. Et on a vu que les dépenses de logement ont augmenté ces dernières années avec notamment les prix de l'immobilier. Le deuxième poste de dépenses, ce sont les dépenses alimentaires. Et là, il y a une tension sur les prix en ce moment que l'on constate. Et le troisième poste, c'est tout ce qui va toucher au transport et notamment les frais liés au carburant. Donc les 3 principaux postes de dépenses des ménages français aujourd'hui sont sous tension. Et donc effectivement, c'est une période qui est un petit peu compliquée pour les ménages français qui doivent faire face à toutes ces hausses. Sachant que par ailleurs, il y a des dépenses qui ont fait irruption dans notre vie quotidienne qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui sont les dépenses liées au téléphone, à Internet et qui aussi grèvent le budget, ça. Alors là, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de lignes de téléphone portable en France. C'est considérable. Pour une famille de 4 personnes, il n'est pas rare d'avoir 3 ou 4 téléphones portables. Ça peut représenter des budgets de 150 à 200 € par mois. Ces dépenses-là n'existaient pas forcément il y a 10 ans. Et donc, ces dépenses viennent réduire les marges de manœuvre financières des familles. La voiture 100% électrique constitue une véritable rupture technologique et l'absence de bruit une fois au volant en constitue l'une des caractéristiques principales. Pour 73% des Européens, cette absence de bruit est un atout pour le véhicule électrique car ce sera une source de stress en moins. C'est très difficile pour une marque de se positionner sur ce créneau-là quand on n'y est pas. Ça prend plusieurs années parce qu'on a des acheteurs donc très exigeants. Et donc c'est difficile et long de pouvoir se donner une image de marque sur ce segment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Flavien, c'est pas la tendance, un petit véhicule polyvalent qui serait le véhicule principal d'une maison ? Ça répond clairement aux attentes des automobilistes. Ce sont des petits véhicules qui consomment peu. Sur les marchés automobiles en France, en Europe, est très clair, c'est qu'on va de plus en plus vers ce type de véhicules qui sont à la fois pas chers parce qu'effectivement le budget est très important, autour de 10 000 €. On n'a plus envie de mettre beaucoup d'argent dans sa voiture en fait. On n'a plus beaucoup les moyens non plus parce que le pouvoir d'achat reste un problème majeur. L'essence coûte cher également, donc, les assurances. Les consommateurs arbitrent dans leurs dépenses et ces voitures qui sont bien pensées, bien finies, répondent à leurs attentes clairement. Flavien Neuvy, vous êtes un spécialiste du secteur, donc je voulais commencer par vous. D'abord, est-ce qu'on pouvait s'y attendre à cette fermeture du site de Aulnay ? D'après ce qu'on dit, la direction prévoyait la fin du site à l'horizon 2014, il y a déjà 1 an. Donc, est-ce une surprise ou pas pour vous ? La fermeture du site, effectivement, avait été annoncée il y a maintenant un peu plus d'1 an, ça avait fuité. Donc, ce n'était pas une surprise, la fermeture d'Aulnay, tout le monde s'y attendait. Par contre, ce qui a été surprenant et l'onde de choc, finalement, reflète bien cette surprise-là, c'est l'ampleur du plan, parce que c'est 8 000 emplois, alors qu'Aulnay, c'est 3 000 salariés, 3 300 Sur la fermeture d'Aulnay, a priori, il n'y aura pas de tractation. Il y aura ensuite des tractations, vous pensez, sur Rennes, justement, sur les usines de Rennes ou pas ? Oui, les négociations vont commencer. Donc, il y a eu l'annonce. Après, il va y avoir les consultations habituelles, j'ai envie de dire, dans ce genre de situation pour essayer de reclasser un maximum de salariés. C'est vrai que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'au-delà du cas PSA, c'est de savoir s'il y a d'autres constructeurs qui vont suivre le pas de PSA. Tout le monde attendait un petit peu de voir ce qui allait se passer en Europe par rapport aux surcapacités qui ont été annoncées par l'ensemble des constructeurs en réalité. Donc ça pourrait être le premier d'une série en fait. Il faut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état du marché européen aujourd'hui donne des signes de faiblesse très inquiétants. Quand on regarde les prises de commandes en France, mais dans la plupart des pays européens et même en Allemagne, on constate un début de ralentissement. On se rend bien compte que la fin de l'année 2012 va être extrêmement difficile. On s'attend à un recul compris entre 8 et 10% en Europe. Aussi le développement en Russie, la Russie qui va devenir le premier marché européen, où là du coup Renault est bien placé aussi avec Aptovaz. Donc...
Bienvenue au Club de l'économie. Bien, Novi, comment est-ce que vous expliquez, vous, ce choc, cette annonce? Vous avez été surpris d'ailleurs en tant que spécialiste de l'automobile, en tout cas du secteur? L'annonce de la fermeture d'Aulnay était attendue parce que ça fait un an qu'on en parle. Mais en fait, ça traduit plusieurs choses. D'abord, effectivement, un problème global qui se pose à l'ensemble des constructeurs européens. Un marché européen qui est en baisse, qui recule beaucoup par rapport à 2007. Le recul est quand même très significatif. Et puis aussi, ça traduit des problèmes plus spécifiques liés à PSA, un problème de taille critique que PSA n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que PSA, premier français, mais tout petit mondial. Tout petit mondial, 3 500 000 voitures. C'est un problème de stratégie, c'est un problème d'ouverture internationale notamment. Quand on regarde ce qu'a fait Renault avec l'alliance Renault-Nissan, aujourd'hui, en 2011 c'était 8 millions de voitures. Là, on a une taille critique qui est très importante dans l'industrie automobile parce qu'on parle beaucoup de la compétitivité de la France, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a la capacité d'achat, la capacité à négocier avec les fournisseurs. Donc il y a ce problème qui est plus spécifique à PSA. Taille critique et puis aussi la gamme de prix. Oui. Alors déjà j'observe quand même que le sujet de la compétitivité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un vrai sujet. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est très bien parce que vous venez de donner des chiffres. On peut rajouter les 700 000 emplois industriels qui ont été détruits sur ces 10 dernières années. Donc c'est une véritable hémorragie et il faut absolument stopper ça. Sans parler même de regagner, peut-être déjà stopper l'hémorragie. Quand on parle de compétitivité de la France, on part toujours du travail, mais on oublie de dire qu'on a beaucoup d'atouts en France. Parce qu'il y a la compétitivité prix, puis il y a la compétitivité hors prix. La France est un pays qui est extrêmement bien positionné d'un point de vue géographique, des infrastructures solides, des institutions aussi solides. Pour une entreprise, c'est important de se dire qu'elle ne peut pas être expropriée du jour au lendemain, qu'il y a des lois, qu'il y a des règles, qu'elles sont appliquées. Et tout ça, c'est des atouts formidables pour la France. On a besoin à un moment donné d'un coup d'accélérateur. Oui, absolument. Flavien Neuvy, bonsoir. Vous êtes économiste. Il y a un autre sujet qui devient de plus en plus important aujourd'hui pour l'industrie automobile, c'est la taille critique. Quand les 4 ou 5 plus gros constructeurs mondiaux font 8 à 9 millions de voitures par an, ils ont une capacité de négociation, une capacité d'achat avec les sous-traitants qui est bien supérieure à celle de PSA, par exemple, qui a fait l'année dernière 3,5 millions de voitures. Et ça rentre dans les coûts de production. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, en France, quand on regarde les volumes de vente sur les 6 premiers mois de l'année, on a vendu 2000 voitures électriques environ et 10 000 véhicules hybrides, c'est-à-dire que les deux, hybrides plus électriques, représentent 1,2% du marché, donc c'est très faible. Et même si ces mesures vont dans le bon sens, ce ne sont pas ces augmentations de bonus écologiques qui seront à même de soutenir l'ensemble du marché. À horizon 10 ans, il ne faut pas s'attendre à voir les véhicules électriques envahir nos routes. Le déploiement de ces véhicules-là sera très progressif, mais il va se faire. La question, Flavien Neuvy, est-ce que la transposition est envisageable? Est-ce que si on arrive à un seuil critique total des marques françaises, il va falloir envisager des choses aussi drastiques? Non, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le modèle américain n'est pas transposable en France parce qu'on a un modèle social qui est un petit peu différent. Donc il faut ajuster effectivement progressivement l'outil de production. Le véritable enjeu pour les constructeurs français et les constructeurs européens, c'est de savoir comment on peut faire repartir la demande. Et je rejoins là aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut absolument qu'on puisse donner un bon motif à l'automobiliste de changer sa voiture. En France, l'âge moyen du parc, c'est 8 ans et demi. Donc il y a beaucoup de vieilles voitures qui roulent sur nos routes, qui sont plutôt très polluantes d'ailleurs. C'est un sujet moins sûr parce qu'elles sont moins bien équipées. Comment on donne une bonne raison à cet automobiliste-là de changer de voiture? Monsieur Neuvy. Merci beaucoup. Quand on essaye d'imaginer l'évolution des besoins de mobilité, notamment les besoins de mobilité domicile-travail quotidien en fait, des Français au cours des 10-20 prochaines années, il est quand même intéressant de regarder ce qui s'est passé au cours des 10-20 dernières années. Quelqu'un qui habite à Paris et qui doit aller travailler, il peut utiliser les transports en commun, puis ça c'est le plan A, il a le plan B, c'est prendre sa voiture, le plan C c'est de prendre un vélo ou, en libre partage ou une voiture en libre service. Et donc il a plusieurs offres devant lui. Mais celui qui habite en Auvergne par exemple, je suis auvergnat, donc je prends l'exemple de l'Auvergne, à côté de Montluçon, à 10 ou 15 km de son travail, lui il a son plan A, c'est sa voiture. Et puis c'est à peu près tout. Alors peut-être que demain, effectivement, avec le vélo électrique, il aura la possibilité d'utiliser. Le vélo aussi, il est très sportif. Voilà, très sportif. Et bon, il ne faut pas qu'il y ait trop de montée non plus, parce que sinon après l'autonomie, ça va se poser. Se doucher à l'arrivée, se changer à l'arrivée. Voilà, exactement. Et donc du coup, dans 10 ans, je pense qu'on sera à peu près dans la même situation pour cet habitant-là. Et donc la question qui se pose, et c'est pour ça que j'ai centré mon premier propos sur l'avenir de la voiture et les révolutions technologiques en cours, il utilisera encore sa voiture et la place de la voiture sera encore centrale dans les déplacements quotidiens des Français. Mais c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à cette oui, question. Absolument. Non, mais il y a vraiment des typologies très différentes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des centres urbains, mais pour les urbains, c'est presque plus facile, en effet, on est bien d'accord. Et c'est pour les ruraux qui sont otages de leur véhicule aujourd'hui et qui risquent de le rester par la suite que se pose d'autant plus le fait de pouvoir accéder à des véhicules qui sont plus économes, etc. Donc pour eux, c'est encore plus important. Enjeu fondamental. Si on peut décaler chacun, en fait, chacun moins polluant, moins dispendieux, en covoiturant, en utilisant des véhicules moins consommateurs,
D'où vraiment l'idée de typologie pour essayer d'être réaliste sur les solutions. Sachant que pour ces gens-là, il y a quand même des initiatives de certains conseils généraux notamment, qui essayent de faire des aires, notamment pour le covoiturage, des aires identifiées. Ça, clairement, ça va dans le bon sens. Que les automobilistes ont décidé de reporter l'achat d'un véhicule neuf. Mais cette désaffection concerne davantage les marques françaises. D'abord, il faut rappeler que les constructeurs français avaient pleinement bénéficié de la prime à la casse qui avait encore porté ses fruits l'année dernière. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils font aussi les frais des arbitrages des automobilistes qui ont tendance à se détourner des modèles moyens de gamme. Alors, on le disait en début d'émission, chaque jour, c'est le même casse-tête pour les Français. Comment faire face à des dépenses qui augmentent alors que les revenus, eux, ne bougent pas ? Comment est-il possible de se débrouiller avec un budget de plus en plus serré tout en améliorant son niveau de vie? Flavien Neuvy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous observez à la loupe les tendances de consommation, les comportements des consommateurs. Donc l'idée, c'est de consommer de plus en plus malin. De plus en plus malin, avec toujours aussi la volonté de se faire plaisir. On le voit bien sur certains produits de haute technologie, les smartphones. Quand il y a une innovation technologique, les consommateurs n'hésitent pas à casser leur tirelire pour se faire plaisir. Et donc ça, c'est un élément très important qu'on remarque en ce moment même. Donc ça suscite beaucoup de questions. D'où viennent ces problèmes? Est-ce que ça vient de la chaîne de fabrication? Est-ce que ça peut venir des équipementiers, des pièces qui permettent de fabriquer les véhicules? Est-ce que ça peut venir du contrôle qualité? Bref, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens aujourd'hui. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que au niveau mondial, en 2012, on n'aura jamais vendu autant de voitures neuves l'an dernier. Donc l'industrie automobile est quand même dans un contexte porteur au niveau mondial. Ce qui est difficile, c'est qu'en Europe, les ventes reculent. C'est la seule zone dans le monde dont les ventes reculent. Et les constructeurs français qui sont encore très dépendants de l'Europe, évidemment, subissent de plein fouet le recul des ventes.